Mesdames et messieurs, bonsoir. La zone bleue, un projet jaune, un projet d'aménagement d'espaces de jeu et d'éducation pour les enfants. Déjà sur le terrain, ingénieurs et ouvriers sont à pied d'œuvre pour rendre l'espace opérationnel le 12 juin. Éducation à quelques jours du coup d'envoi des examens nationaux. Candidats et enseignants retroussent les manches pour finaliser le programme. Certaines écoles cumulent des retards dans les matières comme la philosophie et les maths. Nous y reviendrons dans notre édition. Tout d'abord, la feuille d'audience du chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu avec le président du Centre international des affaires stratégiques. Au menu des échanges, le développement des infrastructures routières, énergétiques et portuaires en Guinée. Compte rendu Sanessi Keita. Le président du Centre international des affaires stratégiques est reçu en audience par le président de la République. Nombreux sont les projets comme les infrastructures routières et énergétiques qui ont été retenus par Dr Moustapha Aziz pour soutenir le chef de l'État dans sa vision de développement de la Guinée. Durant notre première visite, nous avons retenu un certain nombre de projets dans la construction des routes et d'infrastructures et des ports et aussi dans l'énergie. Et cette fois-ci, on est venu pour remettre la pendule à l'heure et informer le chef de l'État de l'avancement de ces projets-là. L'entretien a été vraiment très intéressant et nous avons pu mettre les choses sur les rails. Voilà. Déjà, les ingénieurs du Centre international des affaires stratégiques sont sur le terrain pour étudier tous les aspects techniques des différents projets ciblés. Nous sommes pratiquement sûrs de réaliser des projets dont nous avons la charge de les prendre maintenant dans les infrastructures routières et portuaires et aussi dans l'énergie, dans deux barrages qui sont déjà nos techniciens et nos ingénieurs sont sur place pour étudier les modalités techniques de ces barrages. La construction de barrages hydroélectriques, des infrastructures routières et portuaires en Guinée sont donc des projets phares ciblés par ces responsables du Centre international des affaires stratégiques. À l'Assemblée nationale, plus d'un mois après l'ouverture de la session des lois, les parlementaires abordent les choses sérieuses. Plusieurs projets sont au programme au compte du dernier calendrier de la session. Il s'agit de l'examen des lois relatives au code électoral, au cadre d'investissement Rio Tinto et la loi sur la CENI. Ce programme a été arrêté à la faveur d'une session plénière. La synthèse avec François Lama. Débattre du dernier calendrier établi par la conférence des présidents devant permettre l'examen en commission, en intercommission et en séance plénière. Ce calendrier qui couvre entre autres l'examen du projet de loi portant code de la construction et de l'habitation, le cadre d'investissement Rio Tinto, le code électoral, la loi relative à la CENI et la loi relative aux télécommunications et les nouvelles technologies. À ces projets s'ajoutent les conventions et accords ainsi que des résolutions qui portent sur la fièvre Ebola, l'accord du 3 juillet 2013, la solidarité avec les 200 filles enlevées au Nigeria par Boko Haram et la motion de soutien au gouvernement dans l'affaire BSGR. Dans le débat, plusieurs questions de forme et de fond ont été soulevées par les députés. Les députés ont insisté pour que les dispositions constitutionnelles soient respectées, des dispositions pertinentes de la Constitution qui font obligation au Premier ministre de venir déclarer devant les députés la politique générale de son gouvernement. La résolution sur le BSGR, la résolution elle est bonne, mais il faudrait bien que nous soyons au courant de ce qui se passe. Nous estimons être éclairés sur la décision que nous devons prendre en tant que députés. Quand nous discutons par exemple d'un projet de loi, il est important que le ministre concerné soit là pour nous donner la lumière sur les zones d'ombre. Qu'il puisse nous dire exactement le terrain des aboutissants pour qu'on ne se trompe pas. Ce calendrier qui va du 29 mai au 25 juin a été adopté avec les amendements à l'unanimité des députés présents. Le projet Électricité pour tous, prôné par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est en phase de réalisation. Le transformateur destiné à la sous-station électrique de Somphonia sera bientôt sur le réseau DDG. Les ingénieurs travaillent d'arrache-pied sur le terrain pour être dans le délai. Nabi Kamara.
Le nouveau transformateur offert par le chef de l'État à EDG pour combler le déficit d'électricité dans les 13 quartiers de Symphonia, Cimenterie, Ketaya et Anta est depuis une semaine sur sa plateforme. Ce transfert de 25 MVA va simultanément fonctionner avec l'ancien qui vient d'être reconditionné et récupéré par des techniciens chinois et guinéens. Actuellement, ils sont en train de monter tous les accessoires de ce transfert avant de le mettre sur réseau les jours à venir. Désormais, le poste électrique de Symphonia aura une capacité de 45 MW pour mettre fin aux désagréments souvent causés par les coupures intempestives du courant dans ces zones périphériques de la capitale. Tous les quartiers qui sont connectés à ce transformateur auront le courant en tenant compte si ce n'est pas lié au déficit de production. C'est-à-dire sa capacité nous permet de prendre l'ensemble des départs liés à ce transformateur, à ce poste-là. Ce transformateur-là ne donne pas le courant, il ne produit pas le courant. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le 60 kV, il le rabaisse à 20 kV et qui va maintenant dans les petits postes qui sont dans les quartiers et qui alimentent les populations. Donc ce transformateur-là, ces deux transformateurs-là vont alimenter les 153 transformateurs qui sont installés dans les 13 quartiers, dans les zones concernées. Offre de soulagement donc pour les 13 quartiers bénéficiaires de ce nouveau transfert après plusieurs mois d'obscurité. La zone bleue, c'est un projet d'aménagement d'espaces de jeu et d'éducation pour les jeunes. La phase pilote du projet sera réalisée à Kaloum. Déjà sur le terrain, ingénieurs et ouvriers sont à pied d'œuvre. Ils doivent en effet rendre l'espace opérationnel le 12 juin. Adia Toubari, Eugène Dounamou, reportage. À Kaloum, les travaux de construction de centres de loisirs et d'éducation pour les jeunes qu'ils appellent zone bleue évoluent à pas d'éléphant. Sur le site, certains projecteurs sont installés et 6 autres projecteurs de grande capacité sont annoncés à Conakry. Ils seront tous alimentés par l'énergie solaire de 50 kVA. On a fait tous les câblages. Maintenant, il reste juste à lancer les batteries pour tester les lumières. On a une capacité de 50 kVA pour le moment et on va atteindre à 100 kVA avec le deuxième solaire qu'on va mettre en place. Pour la première fois en Guinée, ce projet va engendrer des terrains de foot, de basket et de centres d'écoute. Les travaux sont aujourd'hui exécutés à 80%. La plupart des bâtiments sont terminés. Il nous reste juste les espaces verts à achever, à finaliser. Alors, il y a plusieurs activités qui seront développées ici. Il y a la partie médicale. On aura un centre d'écoute pour les jeunes. Nous avons aussi des salles de classe de e-learning où les jeunes pourront venir prendre des cours par Internet. Et également, nous aurons des terrains de sport, de foot, de beach volley, etc. Le 12 juin prochain est la date prévue pour l'inauguration de cette zone bleue de Kaloum. À l'image d'elle, 6 autres zones de loisirs et de centres éducatifs pour les jeunes sont prévues à Conakry et à Dubreka. Un autre projet jeune, il s'agit des filets sociaux, un projet d'espoir qui sera bientôt lancé par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. 100 quartiers des 5 communes de Conakry sont touchés et plus de 3000 jeunes sont concernés par le projet. Il s'agit de réaliser le plein emploi des jeunes et de contribuer à la réduction substantielle de la pauvreté. Reportage Moussa Bangoura. Comment impliquer les jeunes dans le développement socio-économique du pays? La question est au centre des discussions entre le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et le gouverneur de la ville de Conakry. L'enjeu est l'utilisation des 16 millions de dollars américains alloués au département de la jeunesse dans le cadre du projet filets sociaux de la Banque mondiale. Je profite pour demander à la jeunesse de Guinée de s'unir, de rester derrière lui, parce qu'il comprend parfaitement la vision du chef de l'État en la matière. Une commission est mise en place pour sortir déjà un plan cadre qu'on appelle techniquement une feuille de route et qui serait démarché avec le ministère, le gouvernement vers le Premier ministre, vers les institutions, vers les finances, pour que le financement là voie le jour rapidement et qu'on aille pour le mieux dans l'intérêt supérieur de Conakry et de la nation.
Pour ce projet à court terme, 150 jeunes, dont 70 femmes, seront recrutés dans 100 quartiers de la capitale pour l'assainissement des artères principales et le curage des caniveaux pendant un mois. Les jours à venir, le projet de filets sociaux sera lancé avec pour slogan « Grand coup de balai de Conakry ». Une synergie d'action que le ministère de la Jeunesse et le gouvernement de Conakry veulent réussir en faveur des jeunes. Capitale. Gestion de l'épidémie d'Ebola en Guinée, la commission interministérielle de riposte et les partenaires ont fait le point de la situation ce matin à la maison de la presse. De nouveaux foyers sont détectés. Il s'agit des préfectures de Télimélé et de Bofa où des contacts ont développé la maladie. Un plan global de lutte est mis en place et requiert l'adhésion des populations. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. C'est une conférence de presse de la commission interministérielle de riposte à Ebola et les partenaires de l'OMS et de MSF pour rassurer qu'il n'y a aucun relâchement dans la lutte contre la fièvre hémorragique virale. Les 16 cas confirmés dans le pays, dont 6 à Télimélé et 2 à Bofa, auraient été développés par des contacts identifiés et qui se seraient échappés des agents de santé. Une nouvelle maladie que nous n'avons pas connue en Guinée. Donc sa gestion elle était un peu compliquée. Et il y en a qui jusqu'à date ne connaissent pas la maladie. Et c'est ceux-là qui nous ont échappé pendant leur suivi. Ce sont les familles qui nous livrent la liste des contacts. Et c'est cette base-là que nous travaillons. Alors, si la liste est incomplète, mais la faute ne revient pas à ceux qui font le travail de surveillance. Ce sont quelques poches de résistance, notamment dans la commune de Ratoma à Conakry et à Gekedou en région forestière, qui ont sapé les efforts de ces derniers jours. C'est pourquoi l'appui des médias est plus que jamais sollicité. Je voudrais lancer un message à l'endroit des journalistes de faire en sorte qu'on ne panique pas la population. Ce qui est important seulement, c'est de sensibiliser la population pour faire comprendre qu'elle a un rôle à jouer. À ce jour, 178 cas confirmés, dont 113 décès sont enregistrés en Guinée. Et avec la survenue de la fièvre Ebola en Sierra Leone, une collaboration transfrontalière sera établie entre Conakry et Freetown en vue d'adopter une stratégie commune de riposte le long des frontières. Lancement de la campagne de lutte contre les mouches de fruits à Kindia et à Kankan, deux régions, grand pôle de production de mangue, des mangues dont l'exportation souffre des effets néfastes des attaques de mouches. Cette campagne consiste à poser des pièges pour protéger les cultures fruitières. Le point avec Foudé Camara. Dans la capitale des agrumes, pour le lancement de la campagne de lutte contre les mouches des fruits, les acteurs du développement rural de la région ont choisi le verger d'El Oumar Djogobari, un paysan leader du district de Kamarabouni, dans la sous-préfecture de Frigiabé. Nous sommes très fiers de la ministre qui nous a envoyé ce produit, car il y a de cela des années qu'on ne consomme plus les mangues à cause des mouches de fruits. Donc nous sommes très contents. Le but de cette opération est de poser des pièges pour attirer les mâles des mouches de fruits afin de stopper la chaîne de propagation de ces nuisibles qui causent d'énormes dégâts dans les plantations. Un fruit qui serait trouvé piqué, attaqué par ces mouches, c'est toute la cargaison qui est renvoyée. Donc on ne peut pas prendre le risque, n'est-ce pas, d'avoir des produits de qualité douteuse sur les marchés, qu'ils soient européens ou étrangers, d'où l'importance de cette lutte. Après Kindia, petite halte à la périphérie de Kankan. Ici aussi, des pièges contre les mouches des fruits ont été installés. Un véritable travail de géomètre. Les deux types de pièges dotés d'attractifs sexuels ou alimentaires sont posés en triangle avec une distance de 40 mètres. Déjà sur ce site, une bouteille et demie, c'est le butin de 3 semaines de guerre contre les mouches des fruits. Plus de 500 000 moustiquaires seront distribués dans les ménages en Guinée. C'est dans le cadre du projet Stop Palu lancé par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme financé par la Banque islamique de développement et l'USAID. Cette campagne entend contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Reportage Komara Moussa, Abdoukarim Kamara.
À 4 jours de distribution des moustiquaires imprégnés, l'engouement est toujours remarquable dans les sites de distribution. Chaque ménage reçoit gratuitement des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action Milda. La population est motivée. Nous travaillons de 8h30 du matin jusqu'à 16h45. La moustiquaire doit tout d'abord être suspendue à l'ombre pendant 48 heures avant de l'utiliser. C'est la consigne donnée par les distributeurs pour éviter des effets secondaires. Déjà, dans les familles, le message semble être compris. Les gens qui nous ont donné les moustiquaires nous ont donné les consignes de les laver, après de les installer à la maison. Donc nous l'avons lavé, on l'a suspendu ici d'abord. Naturellement, nous faisons un plaidoyer pour la population, que les gens comprennent que les moustiquaires que nous donnons, c'est pour que les gens les utilisent, pas pour qu'ils les gardent à la maison, parce que notre objectif et notre but, c'est que lorsqu'on va faire l'enquête en fin d'année, qu'on trouve que vraiment les moustiquaires sont utilisés et que le taux de paludisme a beaucoup régressé. Et dans le cas de Conakry, comme on n'a pas pu couvrir toutes les couchettes, notre souhait c'est que les moustiquaires reçus soient utilisés prioritairement par les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. En Guinée, le paludisme constitue l'une des principales causes de mortalité. Selon une enquête de l'EDS, le taux de prévalence est estimé à 44%. Il reste élevé en milieu rural à 53% contre 18% en milieu urbain. L'intérêt de cette campagne de distribution par le gouvernement et ses partenaires est de réduire le taux de morbidité et de mortalité dû au paludisme dans le pays. En mission de travail à Bamako, le ministre des Transports Aliou Diallo a été reçu en audience par le président malien Ibrahima Boubacar Keïta. Il a aussi signé avec son homologue malien un protocole d'accord sur l'interconnexion ferroviaire pour faciliter les échanges commerciaux entre la Guinée et le Mali. Reportage Fodé Camara. Depuis des lustres, des liens tissés par l'histoire et la géographie unissent la Guinée et le Mali. Voilà pourquoi, depuis le début de la crise au nord du Mali, l'armée guinéenne est sous pied de guerre pour aider ce peuple frère à retrouver son intégrité territoriale. Dans ce sens, reçu en audience par le président Ibrahim Boubacar Keïta, l'émissaire du professeur président Alpha Condé témoigne au peuple malien tout le soutien du gouvernement guinéen. Par rapport aux événements qui viennent de se passer dans le nord, compte tenu de la qualité des relations qui existent entre les deux hommes d'État, il va sans dire que c'est juste pour lui réaffirmer sa solidarité, sa compassion pour les familles qui ont été endeuillées, et puis pour lui réaffirmer que le peuple de Guinée, tout son gouvernement, reste aux côtés du peuple malien, quoi qu'il vaille, jusqu'à ce que le peuple malien se sorte de cette situation. Après l'inauguration des entrepôts maliens en Guinée, les chefs d'État guinéens et maliens explorent une autre piste de renforcement de l'intégration sous-régionale. Là-dessus, Aliou Diallo a travaillé avec son homologue du Mali pour poser les premiers jalons du projet d'interconnexion ferroviaire Conakry-Kankan, Mandiana, Bougouni-Bamako. Le réseau va compter 2 embranchements miniers. Un embranchement minier à partir de la gare de Kouroussa en direction de Sagabari pour joindre une mine de bauxite située dans la région de Kaï au Mali qui fait des réserves de l'ordre de 420 millions de tonnes. Et le deuxième embranchement partira de Kankan pour rejoindre la ville de Kérouané en République de Guinée pour les mines de Simandou. Donc le second document de base c'était les organes, définir avec mon homologue malien, les organes de gestion du projet, à savoir le comité interministériel d'orientation, qui définit le cadre, et le comité technique d'experts, qui est chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des activités du projet. Au lendemain de la signature du protocole d'accord à Conakry le 12 mars dernier, lors du séjour du président Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui, l'heure est à la mise en œuvre du projet d'interconnexion ferroviaire qui devrait prendre une vitesse de croisière pour faciliter les échanges commerciaux. Les échos de la 6e Assemblée générale du projet Gakindia. L'une des thématiques abordées par les participants est la crise que traverse actuellement le mouvement social guinéen avec une proposition d'organisation des états généraux de la société civile. La démarche devrait permettre la mise en place d'un cadre de concertation devant définir les principes et mécanismes d'une société civile crédible. Le compte rendu de Makale Souma depuis Kindia. La perte de crédibilité
projet de la société civile guinéenne qui avait pourtant acquis une certaine légitimité entre 2007 et 2008 inquiète plus d'un. Ce projet d'état généraux vise donc la remobilisation du mouvement social pour lui permettre de renaître de ses cendres. La solution pour la bonne gouvernance sur la société civile, pour instaurer la crédibilité de la société civile, première solution, il faut qu'il y ait des audits financiers et institutionnels au Conseil national des organisations de la société civile. Il faut auditer le Conseil national des organisations de la société civile, nouveau équipe ou ancienne équipe. Ça c'est clair, c'est la première solution. Les termes de référence de l'audit sont déjà révisés et nous allons lancer l'avis. C'est en partant du principe de dialogue que le projet considère comme l'instrument privilégié pour régler le problème qu'a été faite cette communication sur les états généraux de la société civile guinéenne. Des états généraux devant permettre au mouvement social de récupérer son rôle, celui de pouvoir peser sur le cours des choses sur le terrain politique. À défaut, la société civile guinéenne pense s'éloigner du champ politique où elle est inaudible pour se concentrer sur les questions de développement qui unissent. En tout cas, partant des enjeux locaux, un projet du genre a été proposé à l'Assemblée. Éducation à quelques jours du coup d'envoi des examens nationaux. Candidats et enseignants retroussent les manches pour finaliser le programme. Certaines écoles cumulent des retards dans les matières comme la philosophie et les mathématiques. Le constat est fait par notre reporter Amadou Touré. Les examens nationaux se tiendront à partir du 16 juin prochain en Guinée. Plusieurs établissements scolaires de Conakry s'activent à achever les programmes d'enseignement. Au lycée Coléa, les responsables organisent des cours de rattrapage pour les candidats des classes d'examen. Nous avons tenu des réunions avec les chefs d'établissement pour les inviter à organiser des cours de rattrapage. Et après les résultats des examens blancs, nous avons vu, on a dit aux écoles de tout mettre en œuvre pour que là où les enfants sont en retard, qu'ils puissent se rattraper, qu'ils puissent vraiment être dans les normes avant les vrais examens parce que les sujets seront nationaux. Nous avons d'abord sensibilisé l'ensemble de nos candidats, ensuite informer les parents que chacun doit entourer de très près des enfants pour qu'il y ait une réussite totale. Donc il y a une relation entre la famille et nous autres. Ensuite, nous avons demandé aux enfants que chaque enfant ait conscience de son état et que chaque enfant vit sa vie scolaire et que chaque enfant se remette en cause pour suivre non seulement les sciences de religion, mais aussi être en contact sérieux avec les professeurs. Pour les examens de cette année, d'importantes innovations sont envisagées par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le retour des matières comme la philosophie pour les sciences mathématiques et expérimentales et les mathématiques pour les sciences sociales par exemple s'inscrivent dans cette dynamique. La décision crée le débat dans les écoles. Dans quelques matières que nous avons des lacunes jusqu'à présent. Dans les matières littéraires, par exemple dans la philosophie, parce que là-bas, même si moi je dis que je m'en sors bien, mais les amis ne s'en sortent pas bien parce que nous n'avons pas considéré les cours de philosophie dans les classes intérieures très bien. C'est une paresse qui s'est déjà installée au niveau de nos enfants. Or, les mathématiques constituent une science fondamentale que tout enfant doit maîtriser pour pouvoir assurer son développement meilleur. En matière de sciences, les éléments, les disciplines se complètent. Dès qu'une discipline est occultée, il y a un manque à gagner qu'il faut combler. Moi, je pense que cette innovation, le retour des mathématiques dans l'évaluation du système éducatif est vraiment la bienvenue. À moins d'un mois du lancement des épreuves du baccalauréat, plusieurs candidats éprouvent des difficultés dans l'assimilation des matières dites de non-spécialité. Certains pensent que la décision annoncée en début d'année scolaire est tombée en retard, alors que le ministère de l'enseignement préuniversitaire pense avoir bien communiqué sur le sujet. Demain, 1er juin, débute le mois de l'enfant. Plusieurs actions sont prévues dans le cadre de la protection de la petite enfance. À propos, nous vous invitons à suivre la déclaration de la ministre de l'Action sociale, déclaration commentée par Mohamed De Camara. En Guinée, tout le mois de juin est consacré aux enfants. L'occasion pour la ministre de la promotion féminine et de l'enfance de saluer les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires dans la protection et la promotion des moins de 18 ans pour leur épanouissement. Au cours de l'année 2014,
Mon département, à travers la Direction nationale de l'enfance, s'attelle au chantier ci-après. La révision de la politique nationale de l'enfance. La construction de 2 écoles maternelles publiques à Boufa et à Koya. La relance des centres d'encadrement communautaire. La finalisation du centre de réinsertion des enfants du riz de Yataya. Durant ce mois dédié à l'enfant, le département en charge des enfants fera des actions de plaidoyer et de mobilisation sociale afin d'appeler les décideurs à accorder beaucoup plus d'attention à cette couche vulnérable. Mon département s'employera à ce que les autorités au plus haut niveau, les communautés et les partenaires s'engagent à relever le niveau d'investissement au plan budgétaire, pédagogique, infrastructurel, en vue de garantir le droit de l'enfant. Aujourd'hui, le taux d'éducation préscolaire est de 11,8%. Ce taux ne doit pas nous faire perdre de vue les innombrables défis que nous avons à relever. Les activités de ce mois de l'enfant guinéen seront lancées officiellement le 7 juin prochain dans la préfecture de Dabola. À l'occasion, 550 jugements supplétifs seront distribués aux enfants des centres d'encadrement communautaire de la place. Page Sport pour refermer cette édition, l'ambassadeur du Brésil en Guinée a reçu en audience les jeunes footballeurs guinéens de moins de 20 ans qui se préparent pour une formation dans le centre sportif de Sao Paulo au Brésil pour une période de 3 ans. Les détails avec Morla Yerissa. Ces jeunes joueurs de moins de 20 ans au nombre de 8 et 2 encadreurs qui les accompagnent se sont prêtés aux questions de l'ambassadeur du Brésil en Guinée avant leur départ pour Sao Paulo Football Club du Brésil où ils doivent répondre aux exigences du 10 centre. Je peux dire que c'est un coup d'essai qui a fait de moi coup de maître. Parce qu'en réalité, c'est un projet en miniature qu'on voulait mettre en place pour voir comment sauver le football guinéen. Et j'avoue, c'est depuis les années 58, je peux vous dire que c'est le premier du genre. Parce qu'il y a eu des grands footballeurs, bien sûr guinéens, mais jamais l'État n'a pensé à envoyer d'entrée des jeunes sportifs pour une formation en dehors du pays. D'abord, je remercie le bon Dieu parce que nous venons de voir aujourd'hui la réalisation d'un rêve. La Guinée n'a pas eu la chance d'avoir pour le moment des écoles de foot. Mais comme nous sommes décidés d'organiser la CAN en 2019 et 2021, pour être réaliste, parce qu'il ne faut pas organiser et perdre, il faut prendre le devant. Initié par Bouakar Bangoura, ancienne gloire du football guinéen, en collaboration avec Bantamasso, actuel ministre des Guinéens de l'étranger, ce projet a pour objectif de sauver le football guinéen afin d'avoir une équipe nationale digne de nom pour les échéances futures. Je remercie bien le ministre Bantamasso et M. Voltaire qui nous a donné l'occasion là d'aller au Brésil pour une formation, car nous aimerons représenter la Guinée au CAN 2019 ou 2021 pour représenter notre couleur ici. L'ambassadeur du Brésil en Guinée, après avoir prodigué d'utiles conseils aux jeunes, il les a invités au travail. Je les conseille d'être prudents. Le Brésil est un pays de contrastes. Il y a des gens merveilleux, mais il y a des malfaiteurs, des criminels aussi, des gens qui peuvent essayer de profiter de leur naïveté, de leur inexpérience. Que nos vœux de succès accompagnent les jeunes joueurs pour une période de 3 ans au centre sportif de Sao Paulo du Brésil. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir de vous servir. Bonsoir chez vous.